Bonjour, bon vendredi à tous, madame, messieurs. Nous sommes justement le dernier jour de la semaine et c'est la dernière édition de la revue des Grandes Unes. Qu'est-ce que la presse propose? Découvrons ensemble ce que les journaux nous proposent ce matin. La Nouvelle Expression parle par exemple du Nord-Ouest. Frundi, très attendu aux primaires du Social Democratic Front, c'est le grand titre du journal. Le journal fait savoir qu'à l'issue de la conférence régionale qui se tient ce samedi à Bamenda, en prélude au congrès national de février, on commencera à voir clair sur les intentions du chairman, c'est en page 3 du journal. Le même journal parle de collectivité territoriale. La décentralisation n'aboutira pas en 2018. Un expert explique pourquoi cette formule de l'administration du territoire, prévue donc dans le contexte, ou tout au moins la constitution même du 18 janvier 1996, ne peut pas être donc une réalité cette année, à cause notamment de nombreux préalables impossibles à régler, en question notamment, question du mois, et malgré notamment les dernières instructions du président de la République, Paul Biya. C'est en page 10 de ce numéro disponible. Le journal parle également des projets routiers. Pourquoi les grands chantiers s'embourbent notamment? C'est la question, mais la réponse est à lire dans le dossier, à lire de la page 6 à la page 7. C'est dans les kiosques ce matin. Lady Sahel parle bien sûr de la CAN 2019 avec le stade Amadou Ahidjo débaptisé. C'est une question, mais on peut lire tout cela en page 3. Le journal s'intéresse aussi au tribunal avec Kavaye Djibril qui veut recommencer le procès contre Bouba Simala. C'est dans le journal en page 3 également. C'est bien d'autres informations aussi à découvrir dans le même journal ce matin avec d'autres sujets d'actualité. À lire aussi dans le Cameroun matin de ce matin en parlant de croissance au Cameroun. Lui, Paul Motazé, ou les travaux d'Hercule. C'est le dossier que propose le journal en page 2. Le journal fait savoir que l'année 2018 en tout cas sera une année de fortune et surtout que les chantiers qui n'ont pas été achevés en 2017 vont être achevés cette année parce qu'il y a des grands rendez-vous également à respecter et il faut donc avoir un pays de qualité aussi. C'est dans le journal disponible ce matin. Le journal L'Effort camerounais parle bien sûr de la formation des prêtres, les nouvelles orientations des évêques du Cameroun. C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7 de ce numéro. Le journal Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse au Cameroun et à la République centrafricaine. On parle de sécurité en ce moment, donc dans le journal. Et surtout que les autorités, les ministres de la Défense du Cameroun et bien sûr de la République centrafricaine se sont retrouvés à Yaoundé pour parler des questions sécuritaires au niveau de la sous-région et beaucoup plus au niveau de la frontière Cameroun-Centrafrique. C'est Cameroun Tribune qui évoque ce sujet. Et il y avait d'autres cas également que vous pouvez découvrir dans ce numéro disponible ce matin. Le journal Mutation parle donc de famine dans l'extrême nord, frayeur et réalité avec une image atroce qui permet donc de comprendre qu'aujourd'hui que la situation est dramatique. On voit bien comment des enfants disputent quelques bouts de nourriture et également donc le programme alimentaire mondial essaie de faire quelque chose et les pouvoirs publics sont également attendus au secours de ces populations pour notamment améliorer leurs conditions de vie. C'est à lire en page 5 du journal Mutation. Le journal parle également de ce processus de vaccination avec ces idées qui risquent bien sûr, préconçues en tout cas, qui font savoir qu'il y aurait quelque chose de caché sous ce processus de vaccination qui est donc contenu dans le journal Mutation de ce matin. Et puis l'anecdote est également dans les kiosques. Le journal parle de Michel Ange Anguen qui traîne bien sûr le directeur général de l'ENAM en justice. C'est à la suite donc de tout ce qu'on a pu observer au cours de la publication des résultats du concours de l'ENAM. C'est dans le journal disponible ce matin. Le journal parle également de la crise anglophone avec Ngali Bibeye qui sévit finalement à la suite donc de ces exactions observées posées par ses enseignants et chefs d'établissement. C'est dans le journal l'anecdote de ce matin. Le quotidien de l'économie parle également des transports avec 900 milliards de francs CFA perdus sur les routes depuis 2008. Donc on apprend tout cela que dans la suite d'un rapport qui a été effectué par le ministère des Transports, il y a que beaucoup d'argent disparu en tout cas dans les rues et que cet argent pouvait contribuer à construire des hôpitaux et pourquoi pas construire des salles de classe aussi. C'est ce qui est contenu dans le numéro disponible ce matin. Le même journal parle également de trajectoire politique avec notamment les quatre propositions de Marafa Amidou Yaya pour l'alternance en 2018. C'est dans le journal disponible ce matin. Le quotidien Le Messager s'intéresse également à Amidou Yaya. Marafa, bien entendu, parlant d'opinion qui sort finalement de sa réserve, il parle aussi de la crise anglophone, il parle également de l'élection et aussi de l'économie numérique et même d'autres propos, d'autres sujets, d'autres aspects également qui concernent la vie nationale. Donc c'est dans le journal Le Messager de ce matin avec une analyse d'un expert dans ce journal aussi. Donc des sujets à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce dernier jour de la semaine. Benabatana, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Sémé Georges.
Bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Merci d'être là ce matin également. C'est un plaisir. Alors, avec vous, Georges Sémé, bonjour. Bonjour, M. Novo. Bonjour à Bernard Batana et à tous nos inconditionnels, bien évidemment. Voilà. Alors, nous sommes avec vous ce matin pour parler également, commenter quelques sujets traités par la presse. Il y a que Frondi, la question de Frondi, parlant notamment du Nord-Ouest, revient à la une de la Nouvelle Expression de ce matin, parlant donc de l'alternance, avec également beaucoup de choses qui sont attendues. Au cours de ce congrès du Social Democratic Front, il est question que la base puisse adouber, bien sûr, le chairman qui pourrait quitter son siège. Écoutez, le National Executive Committee s'est réuni le week-end passé. Et maintenant, nous annonçons une conférence régionale au cours de laquelle les postes à pouvoir au sein du bureau politique seront certainement pourvus. Et nos confrères de la Nouvelle Expression nous disent que, comme il faut s'y attendre, il y aura des batailles pour la conquête de ces postes-là. Mais je pense que c'est une histoire, c'est l'évolution normale de l'histoire d'un parti politique. Et comme nous avons souvent remarqué au sein du Social Democratic Front, à la veille de chaque échéance électorale, il y a toujours ces redéploiements en ce qui concerne les instances dirigeantes de ce parti. Et cette année n'est pas la moindre. Vous savez que 2018 sera une année électorale et au sein du SDF déjà, certaines personnes supputent sur soit la candidature de M. Foundi à la présidence du parti, soit sa représentation comme candidat du SDF pour l'élection présidentielle qui va arriver. Donc, je pense que c'est un épiphénomène politique absolument normal, mais seulement il y a beaucoup de suspense autour de M. Foundi et je pense que la conférence régionale qui va se tenir dans le week-end prochain, je crois, va nous apporter quelques lanternes en ce qui concerne l'avenir politique de M. Foundi et évidemment, en ce qui concerne de façon plus importante, ceux qui, au sein du parti, cherchent à challenger M. Foundi, mais qui n'ont pas peut-être déjà eu l'occasion de porter leur voix. Parce que M. Foundi, nous dit-on, est très malade et il voudrait passer la main. Donc c'est sûr qu'il y aura certaines personnes qui vont poser la candidature. Le secrétaire de ce parti politique l'a annoncé beaucoup de bouleversements. Voilà, il y a donc des personnes qui vont certainement poser les candidatures, soit pour entrer dans le bureau politique, ou alors tout simplement venir essayer de damer le pion à M. Foundi à la présidence du SDF. Très bien, on le lit à la une du journal La Nouvelle Expression depuis le début de la semaine. On parle que du Social Democratic Front, la position de John Frondi, est-ce qu'il va continuer à régner à la tête de cette formation politique, ou alors il sera question, avec la modification des textes de ce parti, de lui trouver un poste honorifique? Alors, c'est la simple éternelle question qu'on se pose à l'approche des grandes échéances électorales au sujet de tous les leaders de partis politiques au Cameroun. Est-ce qu'il va encore se représenter? C'est la question la plus importante. Il me souvient qu'un jour, lorsque j'allais à une conférence de presse donnée par John Frondi, un taximan m'avait dit, pas demander à John Frondi pourquoi il reste si longtemps comme président du SDF. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Va aussi demander au taximan depuis combien de temps est-ce qu'il conduit son taxi. Donc c'est pour dire que la question elle reste toujours posée. Est-ce que le président du SDF, qui est le fondateur, le chairman, va toujours se représenter? On attend. Le suspense ne va pas trop durer parce qu'à l'évidence, les élections se préparent et au niveau des primaires, il paraît que déjà, sa candidature a été déposée. Cela veut dire en clair que le président Frondi sera candidat pour un poste au niveau de l'exécutif du SDF. Mais cela dit, contrairement au RDPC, John Frondi, par rapport au texte du SDF, n'est pas le candidat naturel du parti. Cela veut dire qu'on peut s'attendre qu'il s'oublie un peu pour que le SDF reste inoubliable. Très bien. Alors, donc, cette analyse permet également de parler de ce volet, le volet, en tout cas, de ce congrès qui est également attendu, un congrès qui va déterminer justement des positions des uns des autres sur cette question de l'alternance au sein de ce parti et également de savoir qui sera candidat de cette formation politique à la présidentielle à venir. Le congrès de février a des enjeux énormes. Non seulement il s'agit de l'avenir politique de tout un parti d'abord, la deuxième force politique de notre pays, mais également
Il s'agit de l'avenir politique de M. Fundi, qui a quand même tourné la tête de ce parti pendant près de 30 ans. Et selon certaines personnes, voudrait en effet passer la main, même si lui-même personnellement, il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat à la candidature, à la tête du SDF, ou alors comme pour être président à l'élection présidentielle. Il ne l'a pas dit. Mais comme M. Bernard Batana disait, il y a quand même déjà quelques signes qui montrent qu'il ne va pas lâcher prise tout de suite, parce qu'il aurait déjà, selon les informations, il aurait déjà déposé sa candidature pour remplir à la tête de son parti politique. Mais je crois que quand même en février, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Bien entendu. Vous dites? Tout devrait commencer par la base aussi. La base du SDF... on annonce les primaires au sein de la base du SDF est assez disciplinée. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait que M. Fundi n'ait pas clarifié un peu sa position sur son avenir politique au sein du SDF donne l'envie à certaines personnes de s'agiter un tout petit peu autour de lui. Il y a un jeune étudiant qui avait posé sa candidature, je crois, il y a 3 ans. Il disait qu'il vient challenger M. Fundi à la tête du parti. Je crois qu'il sera encore là cette fois-ci pour venir challenger M. Fundi. Mais il y a d'autres grands visages au sein du SDF qui vont bien évidemment soit entrer au bureau politique, ou alors soit venir dire à M. Fundi qu'il n'y a pas que toi. Et je crois qu'il faut penser désormais à passer la main à plus jeunes. Et le congrès donc, qui va se passer en février nous réservera beaucoup de surprises, mais rien n'est encore clarifié. On attend simplement de voir. Alors, il faut dire, Flavien, que la base, généralement, la base militante est formatée pour maintenir le président à la tête du parti. Ce n'est pas seulement au SDF, c'est à l'UNDP, c'est au RDPC, dans tous les partis politiques. La base est ainsi préparée. Ce n'est pas une insulte que je fais par rapport aux militants, mais ils sont comme formatés. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, N'Djamena Célestin avait osé défier le chairman. Le résultat, c'est qu'il a été mis longtemps en réserve. Le mot n'est pas très fort, il a été mis en errance politique jusqu'à ce qu'il soit récupéré, jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui conseiller municipal du SIF à la mairie de Douala 1er. Donc la base n'est pas préparée à voter contre le président, le chairman, qui est là comme un messie qui a créé un journal, un parti politique et qui doit y rester, quitte à mourir avec son parti. C'est pour cela que j'ai dit ici, il faut que les leaders de partis politiques apprennent à s'oublier pour que leur parti politique reste inoubliable. Alors, on peut lire tout ça également dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, en page 3 notamment. Et toujours dans le même journal, on va parler de des collectivités territoriales décentralisées avec la décentralisation, justement, qui n'aboutira pas en 2018. C'est un expert qui fait cette analyse. C'est M. Combe qui estime qu'il y a bien sûr des incongruités qui ne peuvent pas permettre à ce que cette décentralisation soit effective en cette année. Donc il faut attendre encore 5-6 ans par là. Après le discours du président de la République qui parle de la décentralisation qui sera accentuée, beaucoup de personnes s'agitent pour parler en effet de la décentralisation. Cet expert nous dit qu'elle ne sera pas aboutie en 2018. Moi je suis parfaitement d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup de préalables qu'il faut mettre en place. On en est aujourd'hui, je crois, à 63 transferts de compétences qui sont transférés, mais pas suffisamment. Soit on a transféré les moyens et on a transféré les compétences, mais on n'a pas transféré les moyens conséquents qui vont effectivement avec la mise en application de ces compétences qui ont été transférées. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'en 2018, il y aura quand même une certaine évolution de la décentralisation parce que ce sont les institutions présidentielles fermes qui ont été données afin que tous les ministères aujourd'hui qui devraient transférer leurs compétences le fassent assez rapidement. Et cette fois-ci, ce n'est plus d'une simple décentralisation dont on parle d'une décentralisation qui est une grosse question politique en rapport avec la crise anglophone. Donc je crois que si toutes ces personnes, tous ces ministères qui maintiennent encore ce pouvoir pour ne pas faire évoluer la décentralisation, cette fois-ci, il faut qu'ils pensent qu'on a la crise anglophone à côté et c'est parce que la décentralisation n'a pas été efficace
que finalement on a abouti à une crise anglophone. Donc ces instructions présidentielles sont extrêmement fermes, mais tout ne peut pas se faire bien évidemment en 2018 et la position de cet expert, moi je crois qu'elle vaut son pesant d'or. On ne va pas dire que l'expert a défié le chef de l'État de toute façon. Non, aucunement. Ça, c'est une analyse d'un expert. C'est une analyse intellectuelle. Mais à l'évidence, il faut dire que la décentralisation est l'objet des travers du pouvoir fortement centralisé. Vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens acceptent de déléguer une partie de leur pouvoir. Vous savez que le pouvoir a aussi quelque chose d'enivrant. Le pouvoir a aussi quelque chose d'ensorcelant. Parce que quand on a des pouvoirs là, on se croit au-dessus des gens. Le jour où on dit alors, affecte une partie de tes pouvoirs à un autre, ça devient un problème. Et c'est ça le véritable problème de la décentralisation au Cameroun. Ceci est vrai pour les partis politiques dont les leaders ne veulent pas léguer une partie de leur pouvoir aux militants. Ceci est vrai aussi pour ceux qui sont là pour gérer la chose publique. Et donc, tout est centralisé à Yaoundé. Il faut déjà qu'on travaille, parce que c'est ça le véritable problème, qu'on travaille les mentalités des gens pour leur dire qu'en fait, de fortune publique, ce n'est pas votre héritage, c'est l'héritage d'un pays. Et donc, cet héritage doit être partagé. Pour que l'héritage soit partagé, il faut que ce soit décentralisé. Il faut que les régions deviennent de plus en plus autonomes pour que le fruit de la croissance arrive jusqu'au petit hameau de la région. Parce que sinon, tout va rester à Yaoundé. On voudrait voir les maires et bien d'autres aussi pour mettre en place ce qu'ils ont dans leur projet, leurs différents projets, leur plan d'action en tout cas, parce qu'ils disent que c'est la population qui leur donne l'onction pour être à leur place et il faut donc rendre ça également à la population. Mais maintenant, ils ont les mains et pieds liés, ils ne peuvent rien faire s'il n'y a pas de ces différents transferts. Moi, je crois que les maires ne sont pas les seuls maillons de la mise en œuvre de la décentralisation. Il y a l'État central, comme Batana l'a dit, il y a ces maires dont vous avez parlé, mais il y a aussi les régions. Mais malheureusement, ce processus, jusqu'aujourd'hui, près de 30 ans après l'envol même de la décentralisation au Cameroun, près de 30 ans après, je crois que jusqu'aujourd'hui, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Tout à l'heure, je disais qu'on est à 63 compétences transférées pour, je crois, 533 milliards de francs CFA, ce qui est un des indicateurs extrêmement suffisants compte tenu des attentes qui étaient espérées dès le départ. Et je note quand même cette mauvaise foi politique de nos dirigeants politiques qui, aujourd'hui, savent qu'ils sont un peu coincés avec la crise anglophone, demandent maintenant, je ne parle pas du président de la République bien évidemment, demandent maintenant qu'on accélère rapidement la décentralisation pour trouver une sorte de solution pour calmer un tout petit peu ceux qui pensent que c'est grâce à l'échec de la décentralisation qui a eu cette crise anglophone. Je pense que moi, en 2018, il y aura certes une évolution vers une amélioration de la décentralisation, mais il faudra encore au moins 10 ans pour qu'elle soit aboutie afin que la décentralisation du côté des maires, du côté des régions et qu'à l'État central, on libère toutes les compétences et qu'elles soient effectives véritablement. D'accord. Je crois qu'il ne faut pas voir en la décentralisation la solution trouvée au seul problème anglophone. Ce qui est vrai comme problème chez les anglophones, l'est vrai à l'est du Cameroun, l'est vrai par exemple dans le Noun, l'est vrai au nord, ainsi de suite. C'est-à-dire que la décentralisation n'est pas seulement pour améliorer les conditions de vie des anglophones, mais pour améliorer les conditions de vie des Camerounais dans leur entièreté. Et c'est de cela. Il ne faut pas qu'on focalise le problème de régionalisation, de décentralisation au seul anglophone. Sinon, on aura tout faux. Très bien. Alors, c'est dans la nouvelle expression en page 10 de ce matin. Le journal parle donc de la décentralisation qui n'aboutira pas en 2018. C'est un expert qui fait cette analyse et l'analyse est contenue dans ce numéro. Le journal l'Édition parle qu'en 2019 avec le stade Amadou Ahidjo, débaptisé. C'est une question, mais on apprend, bien entendu, lorsqu'on parcourt l'article ce matin, qu'on parle de stade Amadou. Stade Omnisport de Yaoundé et stade Omnisport Amadou Ahidjo. C'est une interrogation pertinente que s'est posée
notre confrère de l'Air du Sahel, ils sont partis de certains indicateurs. D'abord, du communiqué du directeur du cabinet civil en rapport avec la Coupe du Cameroun qui s'est déroulée il y a quelques semaines, où on disait tout simplement que la finale va se jouer au stade Omnisport, sans toutefois faire allusion à Amadou Ahidjo. Ils ont également pris comme autre indicateur certains écrits au sein des médias publics, Cameroun Tribune et Asia TV, où on esquive soigneusement le mot Amadou Ahidjo. Mais ils ont posé la question, ils ont posé le problème sous la forme interrogative. C'est bien fait parce que pour débaptiser une infrastructure comme celle-là, je crois qu'il y a un parallélisme des formes. Et je crois que c'est un décret qui a baptisé le stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et pour le débaptiser, il faudra suivre ce parallélisme des formes en les débaptisant à travers un décret. Bon, c'est vrai que ces indicateurs ne sont pas négligeables, mais c'est pas du tout sérieux. Et lorsque il faudra véritablement débaptiser le stade Omnisport Amadou Ahidjo, en le faisant passer pour le stade Omnisport, je crois qu'il y aura un acte qui sera pris pour le faire désormais appeler stade Omnisport au lieu de stade Amadou Ahidjo. Alors, donc, au niveau de la fédération, de la Confédération africaine de football, c'est stade Omnisport Amadou Ahidjo. Oui, moi je crois que c'est une question de terminologie. On appelle indifféremment, depuis un bon bout de temps, stade Amadou Ahidjo, stade Omnisport de Yaoundé. Bon, maintenant, quand je regarde le titre, le stade Amadou Ahidjo débaptisé, vous savez, le titre a cette force que parfois, il y a des interrogations affirmatives. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans le titre. Mais cela dit, comme l'a dit Semi, si le stade a été baptisé, s'il y a un texte, parce qu'il y a des baptêmes qui ne sont pas adossés à un texte. S'il y a un texte qui avait baptisé le stade de Yaoundé, parce que je préfère parler ainsi, le stade de Yaoundé en stade Amadou Ahidjo, ce n'est qu'un texte qui va le débaptiser. Mais dans le temps, c'était le seul. Ce n'est qu'un texte qui pourra le débaptiser. Le texte, ce n'est pas un titre de journal qui va débaptiser un texte. Bon, maintenant, si ça n'a pas fait l'objet d'un texte, il y a un problème. Il faut qu'on rebaptise par le texte que ça, c'est le stade Amadou Ahidjo. Mais tout ce qu'on sait, c'est que indifféremment, on parlait de stade Amadou Ahidjo ou de stade Omnisport de Yaoundé. Encore que le nom Amadou Ahidjo n'est plus tabou au Cameroun. On se souvient qu'il a été réhabilité. Et il me souvient qu'il a été classé parmi les héros. C'est le père de la nation. Donc il serait malvenu qu'aujourd'hui, que le stade soit débaptisé. Quelles seraient les motivations? En tout cas, le journal, l'article de l'Air du Sahel permet aujourd'hui de comprendre un peu les deux phases. Stade Omnisport de Yaoundé, stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Donc, on devrait s'acheter le journal et comprendre, lire un peu l'article pour davantage comprendre. Alors, Mutation de ce matin parle donc de la famine dans l'extrême nord. On voit d'ailleurs en image, un peu à la une du journal, une image où on voit une maman qui sert pratiquement une centaine d'enfants, juste quelques gouttes de nourriture pour permettre à ces enfants de survivre. Et là, le programme mondial pour l'alimentation essaie de venir, de voler au secours de ces gens, de ces enfants. Et il y a également que les pouvoirs publics sont attendus sur le terrain de cette souffrance. Alors, si cette image est une image réelle, actuelle, je crois qu'elle accroche suffisamment parce qu'on voit une maman en train de distribuer une petite nourriture à des enfants. Je crois que c'est extraordinaire dans notre pays qui a quand même un certain vivier en termes d'agriculture et de culture maraîchère. Certains journaux l'ont soulevé il y a 3 semaines déjà, alors que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Élevage avaient effectué une descente de ce côté pour vérifier effectivement la situation de la famine dont on parlait. Mais malheureusement, au sortir de cette visite, on a été très très rassuré sur la position gouvernementale et les mesures qu'ils allaient prendre après leur visite. Et ça nous a donné raison. Aujourd'hui, il y a ce titre de frayeur et réalité dans l'extrême nord où effectivement il y a cette famille qui perdure. Donc ça veut dire que cette visite n'a pas été suivie d'actes concrets qui auraient permis peut-être d'éviter cette catastrophe. Et moi je pense que nos confrères des mutations ont mis le doigt là où ça fait très mal parce que c'est vrai qu'on est occupé à des problèmes de sécurité, à s'occuper des grands chantiers, mais il y a ce problème qu'il ne faut pas oublier, sachant que l'extrême nord quand même c'est une zone c'est une zone aride
et qu'il faut soutenir, que ce soit du côté gouvernemental, mais également que ce soit du côté des organisations internationales. Et cette image, franchement, moi, ça me fait... Alors, on a accusé les intempéries d'être la cause première, en tout cas, de cette famine dans l'extrême nord. Bon, au-delà des intempéries, hein, il y a quelque chose d'évident. Il y a des attaques du Boko Haram qui ont bouleversé la vie des populations là-bas. Vous savez, Georges a parlé tout à l'heure de Vivier. Non, c'est des pays, c'est une zone essentiellement agricole. C'est-à-dire que qui vit de l'agriculture de subsistance. Une agriculture de subsistance qui veut qu'on ait un grenier, parce que la forme d'agriculture, la forme de vie sociale là-bas se divise en deux. C'est-à-dire qu'une partie de la récolte est pour la consommation et une autre partie, on la conserve dans le grenier. Et ce n'est pas le cas depuis que les attaques ont commencé. Donc, par conséquent, il est évident que les zones-là soient en proie à la famine. Donc maintenant, là, c'est les autorités du Fonds monétaire international, je veux dire que de femmes, qui doivent prendre programme alimentaire mondial, qui doivent prendre à main la situation, parce que le Cameroun n'est pas toujours prompt, comme a dit Sémé. Et c'est logique qu'il y ait la famille là-bas, Maintenant, on a parlé, par exemple, de resocialiser ceux qui sont revenus à la vie normale. Il faut qu'on tienne compte de ceux-là qui ont perdu leur champ, de ceux-là qui se sont déplacés. Il y a des hectares de terre qui ont été abandonnés. Abandonnés, même récupérés pour recaser ces populations qui sont revenues. Et le cheptel arrachés par le Boko Haram pour amener dans leur retranchement. Donc ça veut dire qu'ils ont été dépouillés de ce qui faisait leur subsistance. Très bien. Mutation parle donc de famine dans l'extrême nord, frayeur et réalité. Je vous invite à découvrir l'article en page 5 de ce numéro. On va dire un dernier mot sur l'anecdote de ce matin qui parle de Michel Anjangwen qui traîne le directeur général de l'ENAM en justice. C'est à la suite de tout ce qu'on a pu observer à l'ENAM lors de la publication des résultats de ces concours. Oui, c'est une nouvelle escalade de cette affaire qui n'en finit plus de nous captiver. Le ministre maintenant va saisir les tribunaux contre le DG de l'ENAM qui est sa sous-tutelle technique. Moi je pense qu'on aurait bien évité cette escalade-là, mais maintenant puisque c'est au niveau du tribunal, nous attendons de voir ce que ça va produire comme résultat. Mais je pense que c'est quand même assez... c'est un cliché assez scandaleux pour notre administration parce que voir un ministre qui est la tutelle technique d'un établissement comme l'ENAM aller au tribunal avec son inférieur hiérarchique, c'est assez saisissant. Maintenant, on verra ce que ça va donner puisque c'est devant le tribunal. Alors, on aurait dû trouver la solution à ces problèmes depuis. Oui, et comme il le dit, c'est plutôt inédit. Cela démontre le fait que, et comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas un système de circulation sanguine au sein du des pouvoirs publics. On ne peut pas comprendre qu'un ministre traîne un directeur qui est sous sa tutelle au tribunal. Bon, peut-être c'est au tribunal administratif. Bon, sur la question, il faut peut-être interroger les spécialistes pour donner les contours de cette affaire. Mais toujours est-il qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un système, il n'y a pas harmonie entre les différents maillons de tout ce qui nous gouverne aujourd'hui. Vivement que le système de circulation sanguine soit rétabli entre eux. Sinon, bientôt, tout va voler en éclats. Merci, chers messieurs. Allez, je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Bon début de semaine à ceux qui, à ceux qui nous suivent en ce moment. Et sachez que vous avez des rendez-vous sur Equinox tout le long de ce week-end également. Droit de réponse, dimanche avec vous et bien entendu d'autres programmes aussi. Mais n'oubliez pas que lundi prochain nous serons ensemble juste après le journal de 9h. Je vous souhaite de passer un week-end excellent. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.